Bonjour Laure Mandeville, vous êtes grand reporter au Figaro, ex-correspondante à Moscou et Washington et auteur de La Reconquête russe, publié chez Grasset. Joe Biden a dit cette nuit, Poutine est un dictateur, il est plus isolé que jamais. Est-ce qu'on est à un tournant de ce qui se passe en ce moment en Ukraine ? Oui, je crois qu'on est dans un de ces moments, si vous voulez, d'hésitation de l'histoire où ce despote qui a ramassé en fait tous les pouvoirs à l'intérieur de son pays entre ses mains s'est lancé dans une aventure guerrière en Ukraine dont si vous voulez, dont il n'avait absolument pas anticipé les contours. Il a montré qu'il était complètement déconnecté de la réalité ukrainienne, ce qui n'est pas nouveau chez Poutine. Il a toujours complètement sous-estimé ce pays. Il pense que la nation ukrainienne n'existe pas. Il l'a expliqué devant tous ses concitoyens. Il l'a dit dans un article Fleuve où il s'est improvisé historien au mois de juillet, où il préparait déjà en réalité cette escalade. Et il s'aperçoit que oui, la nation ukrainienne existe, oui, l'armée ukrainienne existe, elle n'est pas prête à faire un putsch contre son président, contrairement à ce que M. Poutine pensait au deuxième jour de l'attaque où il a appelé les militaires ukrainiens à faire un putsch contre Zelensky, ce qui vous montre un peu cette déconnexion, cette incapacité à comprendre. Et aujourd'hui, il est confronté à une résistance à la fois de la nation ukrainienne et des militaires ukrainiens et d'un président ukrainien qu'il prenait pour un guignol et un clown en fait, qui se comporte comme un chef de la nation. Et donc il est d'une certaine manière dans une grande difficulté parce qu'il pensait qu'il n'aurait qu'à mener qu'une petite opération blitzkrieg qui lui permettrait de décapiter le pouvoir politique. Et aujourd'hui, il lui faut envoyer ses militaires à l'assaut de villes énormes, dont Kiev, la capitale, ce qui veut dire qu'on va avoir une guerre sanglante, extrêmement complexe. Et donc, c'est une sorte de piège qui est en train de se refermer sur lui, alors que l'Occident apporte une réponse qu'il avait également sous-estimée, puisqu'il pensait que l'Occident était un ramassis de pleutres pusillanimes qui ne ferait rien. Et donc, il fait monter les enchères, il menace, il met en alerte ses forces nucléaires pour faire peur aux Occidentaux et qu'il pousse les Ukrainiens à plier. Et donc, évidemment qu'il est acculé et évidemment qu'il y a certainement, d'après ce que disent un certain nombre de sources, à la fois russes et américaines, des fissures à l'intérieur de l'élite russe aujourd'hui. Oui, des rumeurs, et notre comprenez l'état-major le plus proche des rumeurs de désaccord. C'est ça, exactement, des rumeurs de désaccord. Il y a eu notamment un haut responsable américain qui, citant des sources dans l'entourage très proche, dit que ça tangue, que il y a une prise de conscience évidente que cette histoire est une aventure et une catastrophe. Jusqu'à présent, on ne sait pas très bien si Vladimir Poutine lui-même a pris conscience de l'ampleur de ce Trafalgar qu'il est en train de créer lui-même, parce que, évidemment, jusqu'ici, cette élite était complètement soumise, et c'était pas une véritable élite, c'était plutôt une sorte de suite qui n'osait pas, en fait, lui dire clairement les choses, ce qui pourrait expliquer, d'ailleurs, si vous voulez, tous les ratés en fait du début de cette aventure. Est-ce qu'il n'a pas il y a certaines hypothèses qui sont émises, notamment par des observateurs français qui connaissent bien la Russie et qui disent est-ce que le plan militaire n'a pas été plutôt celui de Poutine que celui de ses généraux, par exemple. Et c'est vrai que il va falloir regarder de très près ce qui se passe pour voir si ces tensions en fait s'avèrent crédibles. Oui, oui. Jusqu'où peut-il aller maintenant ? Possibilité ou pas d'une bombe nucléaire contre l'Ukraine pour créer un climat de terreur ? Oui, alors ce qui est terrible, c'est qu'on en est effectivement à poser cette question. Et j'ai entendu un journaliste vedette de la télévision ukrainienne, Dmitri Gordon, la poser à un ex-oligarque russe qui est aujourd'hui en exil,
Est-ce qu'on peut être touché par une bombe nucléaire tactique? Enfin, il y a deux choses. Il y a la question de la peur des Occidentaux, effectivement, de tout d'un coup se retrouver dans une espèce de chantage nucléaire face à la Russie, une Russie qui se sentirait, un président qui se sentirait acculé. Et puis, il y a cette idée qu'il pourrait, dans un geste désespéré, pour semer la terreur en Ukraine et démoraliser le pays, lancer une bombe nucléaire tactique. Je pense que c'est quand même, on est dans l'ordre du chantage aujourd'hui et que Vladimir Poutine utilise en fait tous les moyens à sa disposition, comme il l'a toujours fait, sur le plan politique, psychologique. C'est la guerre par tous les moyens. Oui. Un certain nombre de personnes, dont cet oligarque qui garde apparemment des contacts dans la hiérarchie russe, disaient qu'il ne voyait absolument pas les militaires russes accepter un tel scénario. C'est-à-dire que ce n'est pas Poutine qui appuierait lui-même sur le bouton. De toute façon, non. Et donc, ça paraît quand même totalement improbable. Je pense qu'on est vraiment dans l'ordre du chantage aujourd'hui. Oui. Sinon, c'est une guerre qui peut durer des semaines, des mois, une guérilla. Même s'ils prennent Kiev, les Russes vont être confrontés à des résistances permanentes et à des sanctions qui vont durer très longtemps, qui isolent la Russie au plan économique, peut-être ruinent la Russie, comme l'a dit hier le ministre de l'économie français Bruno Le Maire. Est-ce que ça, c'est possible ? Oui, je crois que c'est effectivement le scénario qui est en train de se dessiner. Et c'est pour ça qu'on est entré dans un moment aussi de grosse incertitude. Le projecteur va aussi se tourner vers ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, parce que combien de temps ce pays va accepter de vivre sous des sanctions énormes? Est-ce que... donc tout le monde pose la question évidemment de la capacité de la population à faire pression. Je pense que pour l'instant, elle est faible. On sait que le peuple russe a accepté énormément de choses. Ils ont peur. Il y a eu une répression féroce contre tous ceux qui... Il y a aussi beaucoup de propagande. Exactement. Il y a une propagande matraquée depuis des mois, en réalité, des années, sur le fait que l'Ukraine est un ramassis de fascistes et de nazis, que l'Occident et la Russie, qu'on est en guerre, qu'on est encerclé. Donc il y a une machine de propagande qui a préparé, je dirais, sur le plan psychologique, la population. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès, par exemple, à Internet et qui ne regardent pas les journaux d'opposition, etc. Eux pensent que ce que dit Vladimir Poutine est vrai. Et puis vous avez une partie de la population qui est évidemment absolument opposée à la guerre, qui est importante aussi, mais qui n'est pas prête à passer à l'acte pour l'instant. C'est-à-dire il y a quelques milliers de personnes qui risquent gros en allant dans la rue depuis quelques jours pour protester. Il y a eu un député de la Douma russe qui a appelé à un mouvement anti-guerre de résistance et a appelé les gens à sortir, mais vous voyez bien qu'ils sortent dans les rues russes, mais ils se font réprimer très très sévèrement. Ils sont mis en prison. Il y a des milliers d'opposants russes qui sont en prison aujourd'hui, donc c'est très très dur. Et vous avez aussi un élément tout à fait important, qui est que la principale radio d'opposition, qui était un véritable poumon de liberté au cœur de Moscou, qui est la radio Écho de Moscou, vient d'être déconnectée. Et donc il n'y a plus cette information permanente, cette contre-information sur ce qui se passe vraiment en Ukraine. Donc ça va être... Maintenant, il reste l'Internet. Donc est-ce qu'ils vont tout couper ? Ça, c'est une vraie question, parce qu'on est en guerre. Donc, est-ce qu'ils vont couper pour justement que les gens ne puissent pas s'organiser et avoir des informations qui circulent ? Et il y a un autre... il y a aussi l'élément important, me semble-t-il, dans tout ça, c'est les morts russes qui vont arriver. C'est-à-dire que si ça dure... on va voir arriver des cercueils en Russie. Et donc là aussi, ça peut, peu à peu, par le biais des familles, ébranler aussi complètement la légitimité du régime. Mais en ce qui concerne un possible changement de pouvoir, beaucoup d'experts pensent que ça se fera par le haut, comme ça s'est pratiquement toujours fait en Russie. Ça serait plutôt un scénario de révolution de palais, exactement. Quand vous regardez les dernières, je dirais, décennies, c'est exactement ce qui s'est passé à chaque fois. Regardez ce qui se passe quand
à la fin de l'ère Brejnev, après tous ces gérontes, c'est finalement Mikhail Gorbatchev qui est projeté, et c'est lui qui va faire l'ouverture. Quand Yeltsin sort, c'est une sorte presque de coup, si vous voulez, qui est organisé, qui fait sortir Poutine. Donc c'est à chaque fois au sein de l'élite que c'est décidé, en fait, le changement de main. Oui. Le changement de pouvoir. Oui, aujourd'hui, Vladimir Poutine ne s'arrêtera jamais. Vous aviez donc écrit ce livre qui s'appelait La reconquête russe chez Grasset. Oui. Vous annonciez pratiquement tout ce qui est en train d'arriver dans ce livre. Oui, je dois dire que c'est assez saisissant, parce que c'est vrai que j'ai écrit le livre en 2008. Et moi, j'ai toujours, dans ce livre, j'écris, si les téléspectateurs sont intéressés, je raconte en fait tout ce qui s'est passé en Russie depuis la fin de l'URSS et pourquoi en fait l'expérience démocratique a échoué. Et je raconte la montée en puissance de ce lieutenant-colonel du KGB qui est un vaincu en 1989. Il est à Dresde où il assiste absolument effondré à l'effondrement de son monde, et il ne peut rien faire. Il rentre en Russie et il commence ce que j'appelle la reconquête, qui va être d'abord une reconquête personnelle, puisqu'il va s'en sortir et intégrer les milieux réformateurs pour faire sa propre montée en puissance. Et 10 ans plus tard, il est président de la Russie, et à partir de là commence une reconquête de toute la Russie par l'équipe d'anciens du KGB qu'il met aux commandes et qui vont, d'une certaine manière, avaler la Russie. Et certaines personnes disent qu'aujourd'hui, la Russie tout entière est à l'intérieur de l'estomac, en fait, de ce petit clan du KGB, et qu'une fois reconquise par la brutalité et l'autocratie, ce pouvoir, cette société russe qui a été, on a coupé tous les contre-pouvoirs, il n'y a plus de parlement digne de ce nom, on a écrasé les télévisions, l'oligarchie est devenue une oligarchie à sa main, etc. etc. Donc il n'y a plus de contre-pouvoir sur la scène russe, plus de garde-fous, et c'est là qu'il a commencé la reconquête à l'extérieur. Et au moment où j'écrivais le livre, cette reconquête venait de se manifester avec l'envoi des chars en Géorgie, où il y a deux républiques, finalement, deux républiques autonomes qui sont maintenant des bases russes. Et on a vu en 2014 qu'il arrachait un morceau de l'Ukraine, 2 morceaux, Crimée et une partie du Donbass. Et aujourd'hui, il continue, mais on peut se demander si cet énorme morceau qu'est l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants, qui était la sœur cadette de la Russie, ça va pas être justement le morceau de trop qui peut faire tomber en fait ce régime. Mais sinon, il ne s'arrêtera pas. La reconquête russe dont vous parliez ira au-delà de l'Ukraine. Absolument, je crois qu'il faut l'arrêter. Exactement, je pense que c'est le gros problème, c'est que s'il devait gagner et si les Ukrainiens étaient obligés de capituler face à lui, nous nous retrouverions devant un homme dont l'appétit est aussi qui est aussi d'une certaine manière en guerre hybride avec l'Occident. Ça fait des années qu'il rêve en fait de démontrer que l'Occident démocratique n'existe pas, que en fait c'est un leurre, et qu'il avance avec des opérations de déstabilisation contre les élections, des achats d'élite, tous les éléments de la palette de la guerre hybride qui a été très bien formulée par le chef d'état-major des armées, Gerasimov, sont à l'œuvre aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'une des grandes peurs de l'Occident, c'est que si Poutine était victorieux en Ukraine, il décide de tester la solidité de l'article 5 pour démontrer que l'OTAN n'existe pas, c'est-à-dire qu'il pousse son avantage dans les pays baltes, par exemple en disant il y a une minorité russophone qui est menacée, et donc l'Occident, sous la menace nucléaire, ne fasse rien. Je pense que ça serait son rêve. Mais bien entendu que les Occidentaux sont conscients de ces dangers, et que ce n'est pas du tout un hasard si aujourd'hui il y a un renforcement militaire très important qui est en train de se mettre en place aux frontières de la Russie. Et finalement, Poutine est en train d'obtenir le contraire de ce qu'il prétendait vouloir, c'est-à-dire il voulait empêcher l'OTAN
d'encercler la Russie. Et on voit bien avec ces déploiements maintenant en Pologne, dans les pays baltes, en Roumanie, etc., qu'au contraire, l'OTAN n'a jamais eu autant de raisons d'être. Et vous avez maintenant même des pays qui avaient accepté d'être des pays neutres, comme la Finlande et la Suède, qui sont en train de demander s'ils ne vont pas rentrer dans l'OTAN. Oui, oui. Donc c'est un désastre, en fait. Il est parti d'une position qui paraissait une position de force encore il y a quelques mois, à un véritable désastre avec cette aventure. Oui. Un mot personnel concernant Poutine, son apparence physique. Des rumeurs le disent malade. D'autres disent qu'il se fait piquer au Botox pour paraître plus jeune, ce qui expliquerait son visage bouffi. Oui, alors j'avoue que c'est vrai que j'ai pas d'informations sur ce point. C'est vrai qu'il y a énormément de rumeurs depuis plusieurs années. D'abord, effectivement, on l'a vu devenir complètement lisse. Et il y a eu des rumeurs comme quoi c'était le côté jeunesse éternelle, si vous voulez, du dictateur qui veut vivre éternellement. Donc ça a été dit et redit par des tas de commentateurs russes d'opposition. Et puis l'autre chose qui revient en permanence dans le discours d'un certain nombre d'analystes, mais sans savoir quelles sont leurs sources exactes, c'est l'idée qu'il serait malade, effectivement, et qu'il aurait un cancer, mais j'avoue que je n'ai aucune information à donner à ce sujet. Mais alors pourquoi, même pour recevoir ses généraux, il les reçoit sur cette fameuse table de 30 mètres de long? Oui, alors par peur de la maladie? La peur du Covid, je crois qu'il y a eu il a peur, en fait. Une peur du Covid, et que, en fait, tout ce qu'ont observé ceux qui sont dans cet entourage, c'est qu'il était absolument obsédé par cette idée d'être contaminé, ce qui expliquerait pourquoi il a reçu, par exemple, le président Macron. C'était pas seulement une humiliation politique, comme on l'a dit, mais effectivement cette précaution. Et vous avez vu aussi cette absolument surréaliste leçon de choses qu'a été cette réunion du Conseil de sécurité, où on l'a vu à 40 mètres de distance de ces ministres, qui étaient comme des petits élèves alignés les uns à côté des autres, et qu'il conviait à s'exprimer à la tribune les uns après les autres, en les humiliant s'ils osaient dire quelque chose qui était contraire à ce qu'il avait vraiment décidé, et qui était en réalité cette aventure, puisque même le chef des services de renseignement extérieur a tenté très timidement de s'opposer à ce scénario, au scénario de la reconnaissance des deux petites républiques séparatistes qui a mené à l'aventure. Et il a été rabroué publiquement à la télévision par Poutine, ce qui montrait, si vous voulez, en réalité, à quel point le président russe exerce son pouvoir en solitaire. Oui. Et alors, est-ce que cette peur de la mort pourrait expliquer qu'ils veuillent laisser, comme les tyrans le font, à l'aube de leur existence, ou retracer le grand dessein de sa vie pour l'éternité? Alors je ne sais pas très bien, si vous voulez, jusqu'où va cette folie de grandeur, mais c'est vrai qu'on voit très bien qu'il y a une ivresse de la toute-puissance, et qu'il a vu dans la faiblesse, il a lu dans la faiblesse de l'Occident, qui est réelle depuis des années, une formidable fenêtre d'opportunité pour réaliser son grand dessein, qui est de rassembler les terres russes et de casser l'ordre international, selon lui, réduit à l'Occident, et qu'il voulait complètement changer. Merci beaucoup. Laure Mandeville, grande reporter au Figaro. La reconquête russe a été publiée chez Grasset. C'est un livre remarquable à lire encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.